Bonjour à tous, nouvel épisode du podcast Face Cachée. Alors encore une fois, Pierre, mon acolyte de toujours, n'est pas là. Il était déjà absent lors du dernier épisode. À l'heure où on enregistre, il travaille pour les nuits botaniques qui se déroulent à Bruxelles et du coup je me retrouve encore solo aujourd'hui. Mais tout va bien se passer puisque je suis avec des invités que j'adore. Alors je sais pas par lequel commencer, je pense que je vais faire d'abord l'honneur aux dames. Elle se retrouve sûrement avec nous parce qu'elle a été portée par les ondes. Clélia, comment vas-tu ? Ça va, merci. Et toi ? Moi ça va super, je suis très content de l'être là. Et surtout dans Face Cachée, tu le sais, il y a souvent deux invités. Et donc notre deuxième invité, c'est un mec qui ne sort que les jours de pluie et qui déteste les chimées bleues. Golgoth, comment tu vas, mon ref ? Aïe aïe aïe, et t'as bossé, T'as vu, gars. Et je vois l'intro. On bosse. Ça va, super. Et toi ? Non, moi je vais très bien. Et en plus de vous avoir tous les deux, on va traiter un sujet que j'ai envie d'aborder aujourd'hui depuis longtemps. On va faire un peu un 2 en 1, on va couper l'interview en deux, puisque d'abord on va parler du processus créatif, un peu tout ce qui concerne l'écriture. Ouais. Et puis après, dans la deuxième partie du podcast, on parlera de tout ce qui est un peu plus abstrait, votre vie d'artiste, la pression du quotidien et tout. Donc, commençons tout de suite par une question assez simple. Mais votre point commun, moi je trouve que c'est l'écriture. Tous les deux dans vos textes, vous racontez des choses. Il y a plein d'artistes qui racontent honnêtement pas grand-chose dans leurs textes. Vous, c'est pas votre cas. À quel point est-ce que c'est important pour vous l'écriture de façon générale dans votre musique ? Moi, c'est réflexe. Quand j'écris, c'est automatique de raconter quelque chose, qu'il y a un fil conducteur. J'aime bien écrire une chanson quand je commence. J'aime bien avoir le thème à l'avance, pas partir dans tous les sens. Ou alors c'est vraiment que je me dis vas-y, j'ai une heure là où je fais rien, pendant une heure j'écris le plus possible, et alors là ouais, du coup c'est un peu moins construit. Mais quand je fais un morceau où on travaille la prod pendant 2-3 heures, où j'écris, j'essaie quand même d'être concentré sur un thème, et un thème qui me touche. Et ça te prend du temps d'écrire au studio généralement ? Beaucoup plus que si j'écrivais un freestyle avec. Par exemple, en venant ici, j'avais 1 heure et demie de voiture. Ok. J'ai fait un couplet, tu vois. J'adore écrire en roulant. En roulant, donc là tu roulais. Ah ouais, au volant. Ah Je vais pas le dire non, mais quand je suis à feu rouge. Donc si vous croisez Golgoth en voiture, faites toujours gaffe parce qu'il est un peu dangereux. Non mais mais c'est triste, mais c'est vrai. En fait, je sais pas, ça, comme je suis pas à 100% concentré sur mon texte et que je suis concentré plus sur la route, Nous rassure. Ouais, voilà, mais je suis plus je suis au volant, j'ai une phrase qui me vient, boum, je l'écris. J'essaie de trouver une rime avec cette phrase, je reprends mon texte, boum, je l'écris vite, tu vois. Ok, donc t'écris sans prod parfois ? C'est rare. Bah là, en voiture, tu mets la prod ou ? Je peux réutiliser des textes que j'ai fait sur une prod, sur une autre prod, tu vois. L'important, le seul truc que je fais pas, c'est si j'ai fait tout un morceau entier sur la même prod avec un thème et tout ça, comme je parlais au début. Là, je vais pas réutiliser les paroles pour mettre sur un autre morceau. Mais si c'est 4 mesures ou une mesure par là, tu vois, je vais pas les repiocher. Ok. Et toi, Clélia, c'est quoi un peu ton rapport avec l'écriture dans ta musique ? Moi, je pense que c'est pareil. C'est quelque chose qui est hyper important pour moi. Je pense que c'est même un des trucs que je préfère dans la musique, c'est le fait de raconter des histoires, de se dire que les gens peuvent être touchés par ce qu'on raconte, que ça peut donner des images et tout. Ça, c'est vraiment ce qui m'inspire le plus, quoi. Okay. Donc c'est trop important pour moi, l'écriture. Et ça vous arrive de repasser sur les textes que vous écrivez, ou est-ce qu'une fois que vous les avez écrits, posés, vous revenez pas dessus ? Moi, perso, je repasse tout le temps 4000 fois sur tous mes textes, vraiment. Au plus le temps passe, au plus je passe tout le temps dessus. Je suis pas de la team qui écrit vite, quoi. Et t'as pas l'impression de peut-être perdre un peu en spontanéité, etc. Parfois, si. Après, ça arrive des sessions studio où il y a tout qui sort comme ça, comme un jet, et du coup, trop cool, ça arrive aussi. Mais j'aime bien aussi, comme toi, chercher des thématiques, essayer de voir, qu'est-ce que ce son raconte. Donc j'aime bien. Et du coup maintenant, si vous mettez un peu votre casquette d'auditeur, est-ce que dans la musique pour vous c'est essentiel d'avoir du texte, de raconter des choses, ou pas spécialement ? Parce que moi je prends l'exemple de Green Montana, c'est un artiste que j'adore, pourtant je comprends vraiment un mot sur 3 de ce qu'il raconte, et ça me va très bien comme ça. Le parce mumble que, rap. Voilà, c'est ça, parce qu'il y a d'autres qualités en fait. J'ai l'impression qu'il choisit déjà très bien ses prods, puis il habille aussi ses prods de mélodies, vocales, etc. Et moi ça me suffit. Est-ce que pour vous, justement, vraiment le texte c'est super important, ou il y a des exceptions quand même ? C'est important, mais c'est pas obligé. Moi, j'écoute plein d'artistes aussi où les paroles, c'est pas important, c'est juste pour l'ambiance, tu vois. Mais une grande chanson, un grand hit qui va rester longtemps, et c'est important que les paroles suivent,
Tu vois ce que je veux dire? Tu feras jamais une grande chanson avec un texte pas ouf. Mais tu peux faire un bon son, cool à écouter. J'ai écouté que du Dilies quand je suis arrivé pour le trajet ici. Toi, t'es un mec niché quand même, tu digues un peu parce que Dilies, c'est pas connu de tous, quoi. Bah ouais, c'est un nouveau, enfin c'est un petit jeu, c'est un rookie. Je veux dire, c'est un rookie, tu vois. Ouais. Et il est, je l'ai connu parce que j'ai Herman Shank qui a fait un projet avec plusieurs rappeurs et dedans il y avait Dilies. Et tu l'as découvert comme ça? Ouais, je l'ai découvert avec ce morceau-là, 400 chevaux. Et puis j'ai des potes beatmakers avec qui je travaille, Bill Mondo et Fadji, qui c'est aussi qui m'ont fait écouter un peu, qui m'ont dit ouais, faut écouter ça. Ils sont très dans les niches aussi. Okay. Et je rebondis sur ce que tu as dit. Donc pour toi, tous les classiques du rap français ou même de la musique en général, il faut un minimum de texte, quoi. Non, pas tous les classiques. J'ai pas dit ça. Tu peux avoir des musiques, c'est des classiques, mais les paroles, il y a rien, tu vois. Même dans la musique populaire, même dans la chanson française, il y a des musiques, c'est juste des musiques de soirée et d'ambiance. Ouais, après c'est vrai, ça dépend un peu de ce qu'on appelle classique, quoi. Mais si tu veux faire une chanson qui pas classique, mais une grande chanson. C'est une grande chanson, vraiment. Les paroles, c'est trop important. Okay, ouais. Et pour moi, le meilleur exemple, c'est Stromae. Ces textes, ils sont là. Toutes ces chansons, c'est des grandes chansons. Et toi, du coup, Clélia, vraiment avec ta casquette d'auditrice, quelle importance t'accordes aux paroles? Ben, moi, franchement, je fais partie aussi de la team qui écoute de tout, mais vraiment. Okay. Du coup, moi, je pense qu'il faut vraiment de tout dans la musique. Il y a parfois des artistes qui vont me toucher parce qu'ils font des bonnes mélodies, par exemple. D'autres parce qu'il y a un aspect d'humour, peut-être. Je trouve que vraiment, il faut tout dans la musique, en vrai. Je pense par exemple à Yamé que j'écoute beaucoup en ce moment. Lui, il est dans la mélodie de fou. Attends, je te coupe. Dans ma tête, j'étais en train de faire une imitation. J'allais faire le refrain de Bécane et il vaut mieux vraiment pas que je fasse ça pour les auditeurs, quoi, je crois. Mais vas-y, continue ce que tu disais du coup. Mais du coup, lui, par exemple, ça fait partie des exemples où vraiment je me suis pris une claque de fou cette année. Et moi, ce qui me touche, c'est ces mélodies, quoi. Avant le texte, par exemple. Donc, je suis pas fermée pour autant de me dire il faut le texte. Okay. Donc, tu écoutes plusieurs artistes pour des choses différentes. Voilà, c'est ça. Okay. Et toi, au niveau de ta composition, parce que je crois que tu n'as pas répondu à la question, parce que Golgoth a pris le devant, mais est-ce que tu écris que sur la prod finale, ou est-ce que parfois ça t'arrive aussi d'écrire dans ton lit sans prod forcément? Ça m'arrive d'écrire, par exemple, j'ai plein de notes perdues dans mon iPhone avec idées, thèmes, phrases. Et alors, c'est un peu pareil. Parfois, je peux être en train de nettoyer, puis il y a une phrase qui va venir. Je me dis, OK, il faut que je note et tout. Donc, ça part pas toujours d'une prod. Mais par contre, pour vraiment écrire une chanson entière, j'ai besoin d'une prod parce que j'aime bien aussi la mélodie et tout, quoi. Et ça vous arrive de parfois écrire sur des type beats, donc des prods YouTube, etc. Et puis après d'aller au studio et de dire, OK, j'aimerais bien. Donc là, moi, j'ai posé sur la type beat. J'aimerais bien que tu recomposes un truc un peu plus original autour de ce que j'ai déjà fait. Ça vous arrive, ça ou pas du tout? Moi, ça m'est déjà arrivé, perso, d'écrire sur un type beat et puis de me dire, en vrai, la prod, elle est trop bien. D'ailleurs, même sur mon projet, j'ai écrit sur un type beat et finalement, je l'ai acheté et elle fait partie du projet. Donc, je suis pas du tout fermée à ça. Moi, j'aime trop, quoi. Ça veut dire qu'à tout moment de la soirée, tu peux aller chercher une inspi à toute heure de la journée et tout. Donc, moi, je suis un peu pareil. J'écris souvent sur des type beats parce que c'est simple. Tu vois, t'es chez toi, t'as guillemets tous les styles à ta disposition et c'est rare quand je reprod à type beat, mais vu que comme je vois un peu ça comme un sport, j'aime bien écrire tous les jours et j'ai besoin des type beats. Et tout ce que j'écris, je le garde soit pour un autre morceau, je remélange des trucs entre eux, mais au moins une fois tous les soirs, je me pose devant un type beat et j'écris au moins un couplet, tu vois. Donc ouais, et par exemple, j'ai sorti 2 sons Love et Fake, aussi par 2. Love, il me semble que c'est un type beat. Ok. Et par contre, à côté de ça, vous bossez aussi, Clélia, faut peut-être que tu me confirmes ça, mais tu bosses souvent avec les mêmes compositeurs? Oui. Ok. Et donc ça, c'est un peu aussi un point commun que vous avez tous les deux. À quel point c'est important pour vous d'avoir un noyau créatif, on va dire, qui bouge pas, quoi? Moi, je travaille avec Caméliro. Ouais, du coup, ouais. Et en fait, ça fait maintenant plusieurs années, ça va faire 3 ans, 4 ans, donc on a vraiment une méthode de travail. Il sait comment je fonctionne, il sait ce que je pense, je sais de quoi il est capable, donc c'est vraiment une question d'alchimie.
Ça me dérange pas de travailler avec des gens avec qui j'ai jamais bossé. C'est même galvanisant. Tu vois, t'es de nouvelles personnes, mais ça prendra toujours plus de temps. Alors que quand t'es avec ton noyau dur, ton équipe, bah ça roule, quoi, ça glisse, c'est naturel. Et là, vu que ça fait 3-4 ans, t'as jamais eu l'impression de peut-être tourner en rond ou quoi dans je ta bosse musique? pas que avec lui. Ok. Principalement avec lui, mais comme je te dis, il y a Bill et Fadji, avec qui je bosse beaucoup, Xoxo, qui est aussi un beatmaker de Paris, Herman Shank, qui a fait pas mal de prod pour moi. Et voilà, je suis toujours sur des type beats. Ok. Donc, ouais, donc t'as quand même ton noyau dur, mais tu t'ouvres quand même à d'autres. Ah, bien sûr, c'est important. Bah, moi, en vrai, c'est aussi un peu pareil. Du coup, je bosse notamment avec Junio Beat, Young King Beat, RD Beat, AG et KF aussi. Ça, c'est vraiment. Ouais, donc déjà là, en fait, c'est peut-être le même noyau, mais t'as quand même 5 ou 6 producteurs en fait, différents c'est quand même ça. déjà. C'est ça, et je te rejoins dans le sens où c'est vrai que avec les années, on apprend à se connaître, donc ils savent aussi le type de mélodie peut-être qui vont me toucher en fonction de certains moods. Ils vont voir direct à mon regard s'il y a un truc qui me parle pas, par exemple, peut-être plus vite que quelqu'un que je connais pas. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine fluidité de travail, parce qu'en plus tout le monde se connaît, donc parfois on est comme des fous en session, il y a plein de choses qui se passent. Et vous parliez des sons thématiques tout à l'heure. Vous en avez tous les deux déjà fait. Je ne sais pas si tu considères le son Le Manque comme un morceau thématique, mais moi je trouve que c'est un peu ça. Et Golgoth, toi, peut-être Chimée Bleue, Pause. Je dirais que c'est tu. Chimée Bleue, Pause. Pour moi, Épicentre. Il y a une direction aussi. Putain. Des sons comme Vague. Ok, ouais, donc toi, beaucoup de morceaux thématiques. Et tu l'as dit, généralement, tu vas au studio en sachant déjà la thématique que tu vas aborder. Non. Pas forcément. Ok, je crois que tu avais dit ça en début de podcast. on mettra le replay où j'ai eu l'impression que tu avais dit ça. J'aime bien écrire une chanson quand je commence, j'aime bien avoir le thème à l'avance. On saura tout. Ça dépend en fait. Moi j'arrive en studio, moi j'ai toujours des trucs dans mon téléphone. Toujours du texte, toujours des choses à dire, entre guillemets. C'est pour ça que j'ai besoin d'écrire tous les soirs et tout. Et quand j'arrive en studio, on commence une prod sur mon kiff du moment, la spi, et après de cette prod, je puise dans ce que j'ai déjà écrit. Je vais peut-être trouver juste une phrase qui m'intéresse, puis de cette phrase, je vais développer 8 mesures, presque un couplet. Puis, tu vois, c'est rare, ça arrive quasi jamais que j'arrive en studio et voilà, j'ai ce texte-là et il me faudrait une prod comme ça pour aller sur ce texte. C'est plus... Il y a quand même du travail même en studio, tu vois. Ok. Et à quel point vous gardez comme cette spontanéité en sachant que déjà quel thème vous allez aborder? Moi, ça m'arrive parfois en studio d'arriver avec une thématique, parce que parfois, je sais pas moi, tu sors du métro, t'avais un truc qui t'a un peu choqué, donc ça va t'inspirer. Donc je fonctionne un peu par flash comme ça d'images. Mais parfois, par exemple, j'arrive en studio avec cette énergie-là. Aujourd'hui, je veux parler de ça. Et en fait, je parle finalement pas du tout de ça. Okay, ouais. Donc, en fait, il n'y a pas vraiment de règle, quoi. Je me laisse porter par les ondes. Par les ondes. Yeah. T'as placé. Et justement, parce que là, tu parles de te laisser porter, est-ce que le mood, justement, si vous êtes triste, si vous arrivez triste au studio, est-ce que ça veut dire que vous allez faire un son triste ou vous arrivez quand même à parfois aller à contre-pied, à faire un son dansant pour l'été? Pas forcément. Non. Pas, toi, pareil, moi, justement, ça peut m'arriver d'être triste et justement dire... venez, on fait un truc. Justement. Et parfois, en fait, parfois oui, je vais. Parfois, je suis heureuse aussi. Ça dépend aussi de l'énergie. Comme c'est pas un travail que tu fais seul, ça dépend aussi de l'énergie des gens qui tu tapes. Toi, t'arrives à un truc triste. Au final, tu vas arriver au studio, il y a 3 bougs à toi, et on commence à lâcher des blagues, et directement, tu changes d'ambiance, tu vois. C'est très. C'est dur de préparer ça, je trouve. Et là, ça fait quand même quelques années, chacun, que vous faites de la musique. Et vous avez jamais eu une panne d'inspiration ou quoi, en mode j'arrive au studio, mais il n'y a rien qui sort, quoi? Gars, si, ça m'arrive tout le temps. Ouais, moi aussi, en vrai. Non, pas tout le temps, j'abuse. Mais ça m'est déjà arrivé, ouais. C'est des périodes, en fait. C'est des périodes. C'est des périodes longues ou courtes, généralement? Ça dépend. Parfois, pendant une semaine, t'es en mode putain, j'ai rien écrit de cette semaine. J'ai le somme sur moi. Puis il y a des fois, ça peut durer 1 mois. Ça dépend de la période. Si t'es en période où tu vas sortir un truc,
entre guillemets, moi, je considère que mon travail, tu vois, inconsciemment, je me repose et j'écris moins, tu vois. Ok, ouais. Et Donc tu paniques pas quand il arrive ça, quoi. non, je panique pas. Toi, Clélia, tu fais comment quand t'as des pannes d'inspiration? Avant, j'avais tendance à un peu forcer, à me dire il faut que j'écrive un truc, mais maintenant, en fait, si ça me parle pas, juste j'arrête et je fais autre chose en vrai. Parce que sinon, ça fait juste des sons qui sont pas bons, que je ressens pas. Donc en vrai, ça m'arrive de fou aussi. Mais je pense que c'est normal, quoi. Et du coup, maintenant, je vais peut-être vous proposer de passer un peu dans cette deuxième partie, dans la partie un peu plus psychologique du podcast. Vous avez tous les deux commencé quand même assez jeune la musique. Vous êtes d'ailleurs toujours assez jeune. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Oh, merci. Mais justement, comment vous avez géré le fait, le regard des gens? Moi, je trouve que c'est quand même quelque chose qui nous touche beaucoup quand on est jeune. Est-ce que vous avez déjà subi un peu ce regard des gens négatif, etc. Et comment vous avez été à l'encontre de ça? Moi, j'avoue que je l'ai pas encore trop ressenti. Ok. Parce qu'au final, je trouve que je suis que au début. Donc, j'ai eu la chance de jamais encore, je pense, croiser vraiment avoir des haters. Enfin, si, en fait, j'ai déjà eu un hater ou une hater, je sais pas. Une fois, je crois que c'était pour le clip de Porté par les ondes en plus. Il y a quelqu'un qui a commenté « La faites pas percer, s'il vous plaît !» Et donc là, je me suis dit « Ok ». Mais enfin, je l'ai pas pris personnellement. Mais donc, du coup, j'avoue que j'ai jamais eu ça. Après, je me questionne beaucoup quand même sur l'image qu'on renvoie, le fait de parfois toujours devoir être bien. Enfin, ça me questionne beaucoup aussi ce qu'on renvoie à l'image. Tu vois, par exemple, quand t'as commencé, t'étais toujours à l'école, etc. Oui. Et t'as pas justement eu peur de ce regard des gens, peut-être de te dire ok, elle fait de la musique, elle est bizarre, ou enfin je sais pas. Je pense qu'il y a des gens parfois qui pensent comme ça ou qui jugent simplement parce que tes premiers morceaux du coup n'étaient peut-être pas aussi aboutis que le sont maintenant, et justement peut-être ce regard des gens, la critique et tout. Tu vois, comment t'as géré ce truc-là? C'est vrai que j'essayais de pas trop y penser. En fait, je disais pas trop que je faisais de la musique. C'était genre mon petit secret comme ça. Mais après, mes proches et tout savaient. Mais du coup, je pense que ça a été stressant de sortir la première chanson et même le projet. Du coup, je le fais pas en mode easy. J'ai toujours peur un peu des retours. Mais c'est une bonne peur, un bon stress qui me motive, quoi. Et toi, Golgoth, tu me disais en off que tu avais écrit justement une chanson sur le regard des autres. Non, j'ai écrit un texte. Ok, t'as écrit un texte donc qui n'a pas encore été posé et tout, quoi. Pour un peu essayer de raccrocher les wagons avec le truc juste avant. Tu disais parfois, quand t'as pas l'inspi pour écrire, tu fais autre chose. Moi, ce que je fais parfois, j'écris, mais rien à voir avec des rimes. Tu vois. J'écris juste des poèmes, quoi. Même pas, du coup. Non, il y a pas parce que poème, il n'y a pas de rime, de la prose, quoi. Et je me pose des questions. Et j'avais fait un truc sur est-ce que c'est important pour moi le regard des autres. Et j'avais conclu de ce petit truc. Je me pose des questions à moi-même, je m'auto-interview, tu vois. Et t'as conclu quoi, du coup, de ce truc-là? Oui, c'est important. Parce que de toute façon, on n'est que par rapport aux autres, tu vois. On est sans les autres, on serait pas la même personne. Et moi, j'ai eu de la chance. Quand j'ai commencé, j'ai toujours eu une famille qui m'a soutenu, même quand mes sons étaient éclatés au sol. Que eu des gens qui m'ont encouragé. Il y a peut-être des gens qui aimaient pas, en tout cas, ils me l'ont pas dit en face. Et les haters, comme tu disais très bien, Clélia, faut apprendre à pas prendre les trucs pour soi. Parce que sinon, ça va être dur d'aller encore plus haut, tu vois. Parce que tu auras toujours des haters. Tu disais que justement, il y avait des gens qui disaient que c'était bien alors que ça l'était pas forcément. Et parfois aussi, c'est ce qu'on appelle les yes man, un peu, en mode ils disent oui, c'est bien et tout. Ouais. Est-ce que justement, c'est pas aussi un truc qui peut parfois être négatif parce que ça t'enfonce dans un truc en mode tu crois que c'est bien, mais en fait, oui, ça peut être négatif, mais pas au début. Ça peut être négatif quand t'es déjà arrivé quelque part et que les gens ils disent oui, alors que tu te dois d'avoir toi-même, envers toi-même une. J'ai oublié le mot. Autocritique. Ouais, c'est ça. Tu dois avoir un seuil, quoi, à te mettre toi-même. Et si t'as des gens qui disent oui, c'est pas forcément bon. C'est bien d'avoir des gens qui vont plus avoir un avis constructif. Mais au début, sachant que tu progresses, au début, tout ce que tu fais, c'est nul, tu vois. Tout ce qu'il te faut, c'est de la motivation. Pas que dans la musique. N'importe ce que tu fais quand tu commences, ça va pas être ouf. Donc, que des gens qui te motivent, ça peut que être bon, tu vois. Et du coup, là, on va un peu parler aussi de, entre guillemets, des proches, même de vous-même, parce que souvent, de l'extérieur, les gens, ils se disent, ok, la vie d'artiste, c'est incroyable, tu fais ce que t'aimes, tu gagnes plein d'argent et tout. Mais ce que, généralement, ils savent pas, c'est que c'est beaucoup de pertes d'argent, limite, au début, même de temps, etc. Comment est-ce qu'on arrive à rassurer ses proches quand on dit, ok, je vais faire de la musique, et même se rassurer parfois soi-même, parce qu'on se dit, ok, à tout moment, ça peut ne jamais marcher, en fait. Je ne rassure pas, il flippe.
Donc toi, tu rassures pas, ok. Ben moi, en vrai, quand je vois qu'il panique, je fais écouter le dernier morceau que j'ai fait, tu vois. Et tu dis... Et je dis, regarde comme c'est fort. C'est obligé que je vais percer. Voilà, ma solution. Et toi, mais du coup, comment tu te rassures toi-même? Il y a jamais un moment où tu t'es dit, ok, peut-être ce que je fais, c'est pas ouf et peut-être je percerai jamais. Ou parfois, c'est même pas que le talent, en fait. Moi, j'ai l'envers du décor, donc je vois où j'ai commencé, je vois le chemin qu'on a fait et je vois qu'on est toujours en progression. À chaque projet, à chaque année passée, on va dire, et à chaque fois, c'est des steps qui sont passés en même temps. Peut-être que je suis pas encore une méga star, mais en tout cas, le chemin qu'on prend là, c'est le bon chemin, et ça, je suis persuadé. Mais parce que tu vois, il y a énormément d'artistes et il y en a plein qui sont talentueux et qui perceront sûrement jamais, tu vois, parce qu'il y a d'autres facteurs. Il y a la chance, le timing ou l'entourage, etc. Du coup, est-ce que parfois ça peut pas te faire peur? Mais ça, c'est chacun avec sa chance. Si tu pars du principe, si tu démarres avec l'idée que tu vas peut-être pas percer, il y a déjà plus de choses que tu perces pas, tu vois ce que je veux dire. Donc je mets même pas ça dans ma vision. Et toi, Clélia, est-ce que tu arrives à avoir autant de confiance en toi que Golgoth, ou parfois tu as des doutes et même tes proches et tout, tu as du mal peut-être à les rassurer, etc. Ben, moi, j'ai la chance, comme tu disais tout à l'heure, d'avoir aussi des proches hyper soutenants. Donc, je pense que parfois, évidemment, ils ont peut-être des peurs, mais en tout cas, ils me le disent pas. À chaque son, ils m'encouragent énormément et tout. Donc, la peur ne vient pas trop d'eux. En tout cas, moi, sinon, de mon côté, j'ai des doutes parfois... de me dire ok, pourquoi je fais ça, et en fait très vite je sais pourquoi je le fais. Comme toi, il y a des caps qui se passent, etc. Donc j'essaye de vraiment garder ça en mémoire, et c'est le plus important. Et puis j'ai l'impression aussi que vous avez tous les deux un entourage, que ça soit des managers, etc. autour de vous, et ça aussi justement, ils sont peut-être là aussi parfois pour vous redonner ce peps quand ça va peut-être pas trop, quoi. Ah, mais clairement, moi, mes managers, comme je leur dis parfois, c'est un peu mes parents, mes psys. Vraiment, je me confie beaucoup à eux. Ce projet, en tout cas, qui arrive là, enfin, du coup, au moment où je parle, il est sorti. Ouais. Allez streamer d'ailleurs. Ça a été beaucoup de sacrifices, mais on sait pourquoi on les fait, quoi. J'ai mangé beaucoup de pâtes au beurre pour faire ce projet. Il a coûté cher. C'est ça que je trouve que c'est vraiment important de le dire, parce qu'en fait, à cause de Koba, je crois, on est tous matrixés par qu'est-ce que c'est trop moins la vie d'artiste, mais il faut pas oublier que parfois, il y a 15 années, 10 années pour certains derrière de travail. La vie d'artiste maintenant, c'est déjà pas la même que la vie d'artiste il y a 10 ans, qui n'est pas la même que la vie d'artiste il y a 20 ans. Elle est très différente, parce que maintenant, en fait, je sais pas. Je saurais pas dire, en fait. La vérité, c'est quoi même la vie d'artiste? C'est quoi, ouais. Tu vois, chaque artiste vit son succès un peu à sa manière, tu vois. Il y en a, ils vont kiffer la fame, les bains de foule et tout. Il y en a, ils vont plus être en mode détaché du public, tu vois, plus éloigné. Et justement, vous avez envie d'être connu, par exemple, toi, Clélia? Parce que parfois, tu peux kiffer la musique et te dire, ok, j'ai envie d'avoir ma petite fanbase et tout, mais pas spécialement devenir une rockstar, quoi. Pour moi, déjà, le fait d'être connu, c'est un peu subjectif, parce que chacun a sa vision, je pense, du succès. Je pense qu'on a tous des objectifs différents. Moi, mon objectif, en tout cas, c'est que ma musique touche le plus de personnes possible, et qu'un jour, on remplisse une énorme salle avec plein de gens qui chantent avec le cœur mes sons, quoi. Ok. Ça, c'est pour moi mon objectif. Okay. Donc, tu as quand même cet objectif d'être assez mainstream, j'ai envie de dire. Mainstream, je sais pas, mais en tout cas. Qu'est-ce que mainstream, encore une fois? Ouais, c'est ça. La meuf qui se pose des auto-questions. Non, mais c'est vrai, en soi. Mais ouais, en tout cas, de toucher beaucoup de gens, si c'est ça, être mainstream, alors oui. Ok. Et toi, Golgoth, est-ce que tu as envie d'être une rockstar? Bah ouais, je pense. Ça fait partie des motivations. Maintenant, je suis quelqu'un qui a besoin toujours d'avoir mon moment en solo. Donc, peu importe où je suis ou avec qui je suis, j'ai besoin toujours de mes 2-3 heures solo par jour. Tu vois ce que je veux dire? Ok. T'es un mec indépendant, un loup solitaire, quoi. Ouais, en tout cas, tant que maintenant, tu vois. Je dis pas que ce sera pour toute la vie comme ça, mais c'est vrai que j'ai des moments où j'ai besoin d'être tout seul. Puis j'ai grandi, moi j'avais une sœur, mais plus âgée, donc je me suis toujours occupé tout seul, petit, tu vois. Donc je suis habitué
être tout seul, tu vois. Donc là, tu es en train de nous dire que tu seras le prochain Nekfeu, quoi. Tu seras au-dessus du mont Fuji, au-dessus du mont Fuji, tu disparais pendant 6 ans, et tu reviens, tu nous drops un album, et puis tu te casses. Non, je vais pas jusque-là, mais si j'ai mon succès, je sais pas si je serai le mec ultra sur les réseaux à faire des tweets dès qu'il se passe un truc, tu vois ce que je veux dire. J'aime bien avoir ma vie privée, j'aime bien ne pas mélanger non plus ma vie professionnelle, on va dire la musique, et ma vie privée. Ok. Et tu vois, parce que Clélia, moi je parlais ici il n'y a pas longtemps de toi justement avec un autre artiste qui me disait que toi tu avais vraiment le profil pour devenir vraiment mainstream, tu vois, vraiment remplir des salles. Parce que autant dans la musique que dans la personnalité, mais je me suis dit, en vrai, est-ce que vraiment c'est ce qu'elle a envie, tu vois? Parce que je te vois très proche de ton public et tout, et je me dis, si jamais il y a 10 millions de personnes qui te suivent, est-ce que tu arriveras à garder, tu vois, cette proximité avec les gens qui te suivent, quoi, avec tes fans? Bah, bonne question, hein. Du coup, vu que je l'ai pas vécu, je sais pas, mais en tout cas moi aussi je suis un peu comme toi où j'ai aussi besoin de ma bulle. Parce que c'est un peu bizarre, mais sur scène, par exemple, c'est comme si c'était un alter ego parfois. Okay. Parce qu'en vrai, moi, dans un groupe, je suis pas super à l'aise socialement, des trucs comme ça. Donc ouais, je sais pas. En tout cas, oui, j'ai comme objectif de rester sincère et authentique. Et du coup, si les gens me suivent aussi pour ça, j'espère garder cette proximité quoi qu'il arrive, quoi. Ok, mais je pense qu'il y a un vrai moyen d'avoir même un grand public et juste par le biais de stories, etc., d'être quand même assez proche de tout le monde. En tout cas, que chaque fan se sente concerné, quoi, par toi. Je pense que c'est pas en mode deux trucs qui sont pas associables, quoi. Bon, les gars, petite question un peu plus profonde qu'on mettra évidemment en réel sur Instagram avec une petite musique en mode objectif millionnaire et tout. C'est le moment de lâcher des larmes. Alors, j'espère que vous êtes prêts pour la question. Est-ce que vous arrivez à profiter du moment présent? Alors, je m'explique. Golgoth, toi, t'as feat par exemple avec Isha, t'as sorti des projets, t'as des morceaux qui ont plusieurs centaines de milliers d'écoutes et tout. Et je suis sûr que tu vises encore plus haut. Là, la preuve, c'est que t'es en train de nous le dire. Mais pourtant, est-ce que tu arrives quand même à te dire, ok, peut-être que le Golgoth qui avait 13 ans, il aurait rêvé rien que de ça, en fait, tu vois. Est-ce que tu as quand même réussi à profiter de ces petits steps? Je me suis posé la question quand j'ai fait mon feat avec Sheldon. Parce que avant même que j'enregistre mon premier morceau à l'époque, moi j'écoutais Blade et Rap. Et je me rappelle que je m'étais dit, si un jour j'ai un feat avec Sheldon, c'est bon. Peu importe ce qu'il arrive après, j'aurais fait mon chemin. Et je pensais pas que ça arriverait si vite. Et je l'ai eu, et en fait c'est là que je me suis dit mais non, je fais pas ça pour ça en fait. Et c'était quoi la question? Est-ce que tu arrives à profiter du moment présent? Ouais, profiter du moment présent, ouais, même un peu trop même. Ouais. Donc les steps que quand tu sors un projet, t'arrives quand même à savourer la sortie du projet et tout, quoi. Ouais, bien sûr. Non, enfin, mec, tu me poses une colle. Ah ouais, je te dis, c'est la philo là. Bah oui, mais je profite toujours du moment présent. Je vis en général dans le moment présent un peu trop, tu vois. Ma mère me le rappelle assez. En fait, quand je sors un projet, les sons, c'est plus les miens. Moi, j'écoute mes sons jusqu'à ce qu'ils sortent. Une fois qu'ils sortent, c'est plus à moi. Donc, dès qu'un projet est sorti, même avant parfois qu'un projet sorte, et une fois qu'il est finalisé, que je sais quand il va sortir, combien de morceaux il y aura, tout ça, je suis déjà sur le projet d'après. Parce que je reste dans la continuité de ce que je fais. Je suis pas au même temps que les auditeurs, tu vois. Mais je pense que c'est le même processus. Non, mais je voulais dire, il y a un truc qui n'arrange pas ça, c'est la consommation rapide. C'est que même pour les auditeurs, parfois, un projet sort, ils l'écoutent en une semaine et puis ils l'écoutent plus, quoi. Donc ça vous oblige, même vous, déjà, limite, vous sortez votre premier projet, le deuxième, il doit déjà être quasi prêt, quoi. T'es pas obligé d'avoir direct un projet prêt, t'es pas obligé d'avoir toujours 2 projets prêts à la suite, tu vois. Faut aussi, parce que justement, tu dis que ça va vite, mais je pense que c'est le processus de sortie qu'il faut accélérer. Et parce que tes morceaux peuvent vite, je veux pas dire être démodés. J'ai des morceaux que j'ai fait il y a encore. Il y a 3 ans, tu pourrais sortir maintenant. Encore bien, tu vois. Mais il y a le fait de, quand tu enregistres un morceau, le sortir le plus vite possible, c'est bien aussi parce que tu peux vite te lasser de ton propre morceau. Ok, ouais, et te dire au final, je le sors pas, quoi. Ouais, et peut-être que ça vient, cette impression, cette lassitude de morceaux que j'ai fait, ça vient peut-être de justement cette consommation rapide. Parce que moi-même, je consomme des musiques très rapidement, tu vois. Et toi, Clélia, du coup, comment t'arrives à profiter du moment présent? Parce que là, à l'heure où on parle, justement, il y a eu ta release, il y a eu aussi pas mal de scènes, etc. C'est des steps qui sont, je suis sûr, très importants pour toi. Est-ce que t'as quand même réussi à savourer un peu ces petits moments de vie?
C'est vrai que c'est une question qu'on se pose souvent avec mes managers et tout, justement après les scènes. Parce que moi, finalement, ça fait depuis pas si longtemps que je fais des scènes. J'ai eu la première au Botanique en décembre. Ouais. Mais avant ça, j'avais pas fait de scène. Donc c'est assez récent finalement. Et c'est vrai que moi, je suis un caractère qui réfléchit beaucoup. Donc justement, j'ai tendance parfois à pas être assez dans le moment présent et de me dire... ok, il y a ça qui n'a pas été, ou ça, je peux faire mieux pour les prochaines scènes. Et justement, mon manager, il me dit souvent, genre, calme-toi, genre, vraiment, on n'aura qu'une fois des premières scènes, une fois une release. Et du coup, j'essaye de me le rappeler, quoi. Et du coup, il y a aussi quelque Bon chose. manager. Il y a aussi quelque chose qui peut être très compliqué quand on commence, c'est la scène, en fait. Parce que là, on a l'impression que c'est un peu une case obligatoire quand on est artiste, mais. Enfin, pour un humain, être devant des milliers de personnes et tout, c'est quand même quelque chose qui fait peur, qui est... Peut-être tout le monde n'est pas à l'aise avec ce fait-là. Déjà, vous, est-ce que vous êtes à l'aise déjà avec ça ou pas? Ça va. Ok. Ça va. Je vais pas jouer devant 3000 personnes, tu vois, mais... peut-être un jour, si tu veux être une rockstar, comme tu l'as dit. Ouais, exactement. Mais tant que maintenant, ça va. Toujours le gros stress avant de monter sur scène. Tu te dis, mais pourquoi tu fais ça, tu vois? Mais une fois que tu es sur scène et que tu kiffes et que le partage se fait avec le public, c'est ça qui est important. C'est le public qui me met à l'aise, en fait. Tu vois? Et moi, en retour, je m'allaise le public. Ou l'inverse. Ça va dans le sens que vous voulez. Mais ouais, c'est vraiment un échange et au final, c'est super agréable. Et toi, Clélia, du coup, tes premières scènes, comment ça s'est passé là? Clairement, j'étais pas à l'aise. Moi, avant de monter sur scène, c'est toujours le stress de fou. Je suis hyper concentrée et tout. Mais comme tu dis, genre, parfois, il suffit que tu croises un regard dans le public. Ça m'est arrivé il y a 2 jours, j'ai joué à l'ULB. Et vraiment, j'ai jamais eu un public aussi safe, je pense. Vraiment, tous les regards que je croisais, ils étaient comme ça et tout. Et du coup, t'es obligé d'être bien et à l'aise. Et donc, je pense qu'effectivement, c'est vraiment un échange. Et c'est là qu'il y a un peu cette magie qui opère, quoi. Et dans un épisode précédent qu'on a tourné, il y a Kija, je ne sais pas si vous connaissez, qui nous a dit en fait, un artiste qui va pas sur scène, ou en tout cas un artiste qui est pas bon sur scène, c'est pas un artiste complet. Alors moi, autant je suis d'accord avec lui, mais d'un côté, je me dis, il y a plein d'artistes qui décident de ne pas passer dans les médias et entre guillemets on leur dit rien, limite on leur tire un peu notre chapeau. Et je me dis, on peut pas faire le choix de ne pas aller sur scène. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je voulais dire. Donc automatiquement vous devez y aller et il y a certaines personnes qui sont moins à l'aise, etc. Et pour moi, autant je vois ce qu'il veut dire dans le sens, ok, c'est pas un artiste complet, mais il y a aussi ce truc là de, en fait, s'il fait de la bonne musique et que juste il est pas à l'aise avec le fait d'être sur scène, en soi c'est pas très grave, je pense. Moi je me demande, est-ce que c'est important d'être un artiste complet? Complet aux yeux de qui? Ouais, ça c'est beau ça. Ça lance un petit débat là. Oui. Non mais c'est vrai, en vrai, ça veut dire quoi être complet? C'est vrai que ça dépend du coup même de l'auditeur, qu'est-ce qu'il attend d'un artiste du coup en l'écoutant. Est-ce qu'il veut aller à ses concerts par exemple? Et je pense que quand tu es fan d'un artiste, tu as automatiquement envie d'aller à ses concerts, de profiter d'un moment, tu vois, avec tous les fans justement de cet artiste et tout. Et je pense que pour un artiste, c'est aussi important d'aller à la rencontre de son public. Donc, je vois un peu ce qu'il veut dire dans ce sens-là, mais je me dis c'est un peu normal que parfois il y a des gens qui sont peut-être pas à l'aise avec le fait de monter sur scène devant des centaines ou même des milliers de personnes, quoi. Moi, je pense dans ces moments-là, si t'es vraiment pas à l'aise d'être sur scène et de faire ton truc, t'as peut-être moyen de trouver des solutions pour rencontrer ton public autrement, tu vois. Si c'est juste une question d'échanger avec ton public, il y a 10 000 autres manières de Comme faire. quoi, par exemple? Il y a des rencontres abonnées comme des sessions d'écoute, des trucs de dédicaces ou tu vois, où tu vas passer 5 minutes en tête à tête avec chaque personne. Vraiment des trucs qui sortent comme ça, j'en sais rien. Tu peux organiser, je sais pas, un tournoi de mini-foot, frère. J'en sais rien, mais tu peux rencontrer les gens qui t'écoutent et qui te suivent sur Instagram. Il suffit d'une story, un message. Surtout dans notre génération, du coup. Ouais, non, c'est vrai. Mais je trouve que le concert, c'est quand même un step important. Et je me dis que tu vois, si tous les artistes commencent à prendre, faire le choix de ne pas aller sur scène, c'est chaud. Que pour un artiste, la première rentrée d'argent, la plus grosse rentrée d'argent, en général, c'est les concerts. Ça veut dire que si tu veux vivre de ta musique ça parle en connaissance de cause. Ça parle en connaissance, tout à fait. Ça veut dire que si tu veux vivre bien ta musique, c'est un peu le passage obligé. Maintenant, si c'est vraiment pour l'amour de la musique et l'amour de ton public et tout ça, t'es pas obligé. Mais je veux dire, même dans les scènes, si tu vas au concert, il y a des solutions à trouver, tu vois.
tu peux faire du playback. Pour moi, c'est pas un problème si le show derrière, il y a du décor, t'as je sais pas, des trucs qui se passent, des danseurs. Tant que le show est bien, tu vois. Je demande même pas à une personne de bien chanter, je veux juste kiffer le moment où il est sur scène. C'est-à-dire, moi j'adore quand un artiste il lance 2 morceaux, il parle et il fait une petite blague et tout le monde rigole. Tu vois, quand Limsa il dit, je sais pas si vous avez déjà été au concert de Limsa, il dit est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes sûr? Alors vous êtes des chaussures. Et moi je suis par terre, tu vois ce que je veux dire? Je suis par terre. Mais pas mal. Tu vois, pas mal. Mais je pense que ça dépend d'un artiste à un autre et tout. Moi, il y a un truc qui m'a marqué récemment. Je sais pas qui m'a dit ça, mais Jacques Brel, apparemment, il stressait tellement quand on lui a demandé pourquoi t'as arrêté la musique. Il a dit j'en avais marre de vomir avant chaque scène et tout. Oh. Et on se dit c'est Jacques Brel quoi. Bah oui. Donc en fait on sait pas, mais peut-être qu'il y a des grands artistes qui même encore maintenant sont pas à l'aise et ils le font et pourtant ils donnent des claques, des gentilles claques. Vous avez capté. À tout le monde quoi. Ils sont bons et au final peut-être c'est ça donc stress et tout. Il n'y a pas de règle, je pense. Et vous pensez que ça va mieux avec l'expérience, avec le temps? Une fois que tu as fait 100 scènes, automatiquement, peut-être ça va mieux. Quand même, je pense. Parce que Jacques Brel, à mon avis, c'était pas après ses premières scènes qu'il a arrêté, tu vois. Je pense qu'il a fait beaucoup de... c'est vrai. Là, on n'est plus du tout dans un podcast rap, là, on parle de Jacques Brel quand même. C'est la première fois, sur une 50aine d'épisodes en 2 saisons. Après, Jacques Brel, il a chanté devant du monde. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Pas devant 100 personnes, quoi. Voilà, c'est ça. Il n'a pas fait les concerts qu'on a fait, donc dur à dire. Maintenant, si je dois prendre des autres exemples, moi, je fais beaucoup de danse, je fais beaucoup de battle de danse. Les premières, tu te chies dessus. Voilà. Et au fur et à mesure, il y a toujours un petit stress avant de rentrer dans la compète et tout ça, mais c'est beaucoup plus léger. Je fais pas mal de théâtre aussi, c'est un peu pareil. Chaque représentation, t'es stressé, puis quand t'es sur scène, ça va, et puis la musique, c'est la même chose. Donc pour moi, c'est avec l'expérience. Et tu disais les grandes scènes avec les grands publics, etc., que par exemple pour Jacques Brel, etc. Est-ce que, justement, il n'y a pas plus de stress devant peut-être une salle de 100 personnes où tu vois chacun des visages qui te regardent plutôt qu'une grande masse avec, tu vois, où tu sais pas distinguer les personnes? Je dirais quand j'aurais fait un Zénith. Okay. Alors, on te réinvitera quand tu auras fait un Zénith, alors avec Léa aussi, tu pourras nous dire. Allez, let's go. Pareil. Mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. Je me demande. Ah bah oui, c'est vrai. Et du coup, tantôt, on parlait de l'entourage musical, des compos, etc. Mais au niveau de l'entourage, plus de vos amis, etc., des gens peut-être qui commencent à venir vous parler sur les réseaux, est-ce que vous avez déjà eu des mauvaises expériences, des gens peut-être qui venaient avec des attentions un peu malsaines, etc. Parce que je pense que ça vient aussi avec un peu la fame, le succès. Je pense que l'attention... J'ai déjà eu des trucs qui sont mal passés, des connexions qui sont mal passées, mais je crois pas qu'il y avait une intention préméditée de profiter de moi. Tu vois ce que je veux dire? Je crois que c'était des désaccords, c'était des mésententes, mais pas de réelle intention de nuire. Et par exemple, dans les relations amoureuses, tu vois, je me dis, est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui viennent parce que c'est des deux, là. c'est Golgoth? Parce que c'est groupé, mec, te rends pas compte, mec. Encore un DM. C'est dur à gérer. Non, c'est pas vrai. Je sais pas. Moi, en tout cas, j'ai pas de groupie encore. J'ai pas de meufs qui veulent profiter de mon succès. Voilà. Moi non plus, du coup. Ok, Clélia, est-ce que tu aurais une question que tu voudrais poser à Golgoth, peut-être une question un peu personnelle pour finir ce podcast? Une question deep, ça repart en mode deep. Question un peu deep, vas-y. J'ai pas envie de faire un truc trop bateau, mais... Es-tu heureux, Golgoth? Imagine. Non. Genre, c'est quoi qui te passionne? Parce que toi, t'as sorti quand même pas mal de projets, je pense, maintenant et tout. J'ai fait le compte il y a pas longtemps, j'ai sorti 49 morceaux. Ah ouais, tu vois. Quand même. Et qu'est-ce qui, à l'heure d'aujourd'hui, te fait dire, te rappelle tous les jours, c'est ça que je veux faire, tu vois? Mon moment préféré, c'est quand le son, on vient de terminer le son, on est au studio, on remet au début, on met play, et là, le son, il est fini, tu vois. Et voilà, je sais pas, et je l'écoute et je me dis, putain, on a fait ça. Je sais pas, c'est la satisfaction d'avoir accompli quelque chose. Ouais, d'être venu au studio avec rien du tout et puis de repartir 3 heures après avec un produit fini. Voilà, quoi. exactement. Donc qui va faire kiffer les gens, quoi. Voilà, c'est ça. Et je crois que c'est peut-être pour ça que j'arrive pas trop à préparer mes sons à l'avance, parce que j'aime bien être surpris de ce qui va sortir par moi-même. Ouais, okay. Et toi, Golgoth, est-ce que tu aurais une question un peu philosophique à poser à Clélia? Moi, j'ai une question que je pose souvent aux gens que je connais pas bien. Est-ce que tu es croyante?
Waouh, quelle question. Là, Si on tu va veux pas- reparler si tu pendant veux- 1 heure. Si tu veux pas répondre, y a pas de souci. Ouais, en vrai, moi, je suis quelqu'un de très spirituel, même si j'en parle pas beaucoup. Genre, je crois beaucoup, et surtout dans la musique, Mhm. à l'instinct, au feeling. Je parle souvent de flash, que ce soit pendant l'écriture de chansons, de clips parfois, en mode j'ai un flash d'un truc. Donc oui, je me considère comme quelqu'un de très spirituel, j'avoue. Ok. Ok. Et vous, du coup, en vrai, j'ai un peu envie de Bah, relancer la je trouve que c'est question. une question importante pour connaître quelqu'un. C'est un truc un peu. Voilà. J'aime bien Après, cette tu question. catégorises les gens juste comme ça, oui ou non? En général, les gens, ils ont des questions, ils ont des réponses beaucoup plus complexes Que oui ou non? ouais, Ok. et que ce que tu t'attends. Ok. Donc c'est jamais mettre des Du coup, gens elle dans t'a des retourné cases. la question. Enfin, elle nous a retourné la question. Ouais. Changer de sujet un peu. Je suis un professionnel. Je n'y échapperai pas. Je suis pas croyant dans le sens usuel du terme. Ouais. Mais force est de constater qu'il y a des choses qui nous dépassent. Et ouais, je pense que c'est plus à propos de plus de la spiritualité, plus des énergies. Sorte, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un lien entre les gens. Entre tout, en fait. J'ai l'impression qu'il y a un lien entre tout, tu vois. Que ce soit. Après, toi, j'ai l'impression de dire des trucs bateaux un peu, tu vois, mais. Il y a un truc qui nous unit et, tu vois, ça ressemble à des énergies, des trucs. Ouais, il y a un peu de magie, en fait. J'ai envie de croire, en tout cas, un peu à cette magie. Ok. Mais croyant dans le sens usuel, pas vraiment. Non, moi, c'est pareil que Golgoth, au sens usuel du terme, non. Mm. Mais je crois en moi, hein, voilà. Je pense que C'est important, C'est hein, c'est la important première pour chose être dans laquelle heureux. il faut croire. c'est C'est ça. vrai. La vérité. Ok. Du coup, dernière question, une question un petit peu plus simple, beaucoup moins deep. C'est quoi votre morceau préféré de vous-même? Golgoth, je commence par toi. Je dis pas. Ok. En vrai, je crois que le morceau que je préfère, c'est All Day de Jour de pluie. Ok. Qui n'est pas streamé à sa juste valeur, je le dis. Il devrait être bien plus streamé. Donc, allez streamer. Est-ce que c'est le Allez morceau écouter. où il y a KG à la prod ou pas? Oui, Oui, ok. tout à fait. Parce qu'on l'a reçu dans justement le dernier épisode. Allez, Donc, voilà. mon gars KG. KG, donc Putain, voilà. ça fait KG qui a plaisir. fait le morceau préféré de Golgoth. C'est bon. Ouais, c'est Et toi, incroyable. Clélia, c'est quoi ton morceau préféré de toi-même du coup? Bonne question. Je pense que c'est une chanson du coup qui est pas encore sortie à l'heure où on enregistre ce podcast, mais qui est du coup dans mon premier projet qui s'appelle Lou, parce que c'est la première fois aussi que j'ai participé à la prod, parce que je suis pas du tout beatmakeuse de base. Ok. Et du coup cette chanson c'est un mélange de plein de magie, la thématique aussi qui m'est très personnelle, donc voilà, j'ai hâte que les gens puissent la découvrir. Et tu dis que tu as participé à la prod, c'était juste au niveau des idées et tout, ou tu joues quand même peut-être d'un instrument, etc. Je joue pas, mais j'ai FL Studio et Ok. avec la technologie actuelle, c'est cool de tester des petits trucs. Donc franchement, c'est parti de trucs très simples et puis après en studio, la magie a opéré. On a. Mais c'est une question que je voulais un peu Monter vous le truc. poser. Est-ce que pour vous, c'est important de participer au processus, on va dire, de création de la prod, etc. Parce que je sais bien qu'il y a des artistes qui n'y connaissent rien, qui se mettent dans le divan au fond du studio, qui attendent qu'il y ait une prod qui leur parle et voilà, tu vois. Alors qu'il y a plein d'artistes qui, justement, limite, sont presque beatmakers ou qui, en tout cas, arrivent avec plein d'idées et tout. À quel point c'est important pour vous, ça, dans la création de sa musique? Moi, j'ai fait un peu des deux. J'ai fait pas mal de sessions où justement j'étais ce mec dans le fond du canapé et qui participait pas à la prod. Et puis, et notamment parce que parfois je travaille avec des beatmakers qui sont déjà plusieurs. Le fait qu'ils soient plusieurs et qu'ils travaillent ensemble, ils savent s'auto. Ouais, ça apporter les idées, quoi. Voilà, entre s'auto-ambiancer. Mais je pense que c'est important, quoi qu'il arrive, de quand même participer, dire ça c'est lourd, ne serait-ce que pour valider auprès du eux. beatmaker. Ou expliquer ce que t'aimes pas, peut-être. Voilà, et valider ce qu'il est en train de faire, tu vois. Mhm. Si tu lui dis rien et qu'il fait son truc, il saura jamais si tu kiffes son travail, il saura jamais s'il y a un truc que t'aimes moins, qu'il aurait peut-être pu changer. Même lui, parfois, il hésite sur un truc et c'est toi qui peux lui apporter la réponse, en fait. Parce que c'est ta prod, au final. Ok, et toi, Clélia, du coup? Moi aussi, j'ai un peu fait partie des deux côtés. Parfois, il y a des sessions où je suis plus observatrice un peu, mais quand même engagée dans le sens où je veux dire, putain, ça c'est trop chaud et tout.
Mais parfois aussi, on m'envoie des prods et on me dit ouais, t'en penses quoi? Et donc là, je suis pas vraiment dans le processus de création de prod. Donc je pense ouais, ça dépend d'un son à l'autre. Bon, on arrive tout doucement à la fin de l'épisode. Est-ce que vous avez non est-ce que vous avez un petit mot ou juste une petite actu à partager, Clélia? J'imagine que tu vas nous parler de ton projet qui vient de sortir. Ouais, c'est ça. Il s'appelle Clé, du coup. C'est comme ça que mes proches m'appellent depuis petite. Du coup, c'est un peu symbolique d'arriver avec ce premier projet où j'espère que les gens vont découvrir un peu qui je suis artistiquement, un peu personnellement aussi. Donc voilà. Hâte d'avoir vos retours. Ok. Et il y a d'autres actus, par exemple des scènes, etc. Ici, je vois que t'en fais quand même pas mal. Donc, est-ce qu'il y en a d'autres qui vont arriver juste même peut-être pour le projet, pour défendre ton projet sur scène? On a le 25 mai aussi, à la maison Robert Jones. Mais sinon, on va aussi normalement faire les Volumineuses. Ça, c'est en novembre. C'est mon premier festival. Voilà. J'essaie de réfléchir. J'ai pas toutes les dates comme ça, j'avoue. Ok. Et toi, Golgot, il n'y a pas de projet là qui sort, mais est-ce que voilà, t'as un petit mot peut-être pour les gens qui nous écoutent ou simplement une petite actu à nous partager? Allez, streamer all day. J'ai des morceaux qui sortent très bientôt, en mai, en juin. Et voilà, pour la suite, je préfère pas m'avancer. Je serai en concert le 26 mai au Palais des Princes Évêques à Liège, l'entrée est gratuite. Je serai sûrement présent aussi à l'Unifestival de Liège et en novembre à Mons. À Mons Expo. Donc il y a vraiment de quoi aller voir Clélia et Golgot sur scène. Écoutez, merci d'avoir participé à cet épisode. Merci à toi. C'était vraiment cool. Non, franchement, j'ai kiffé. Je sais que beaucoup de gens qui nous écoutent sont cantonnés à nous écouter sur Spotify, alors qu'il y a un format vidéo sur YouTube. À chaque fois, ça nous permet de rendre le truc tellement beau. Oui, c'est ça. En plus, pour voir Golgot, je pense que les gens pourront faire la transition. Et ça nous permet à chaque fois de rendre le truc un peu plus vivant. Donc n'hésitez pas, tout se passe sur la chaîne de Fun Radio Belgique. On se retrouve dans 2 semaines pour un épisode un peu plus court. Cette fois, il y aura Pierre, je l'espère. Donc portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao. Merci, ciao. Bisous.